Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. À 4 mois des élections présidentielles en République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra a officialisé sa candidature pour un 3e mandat, une nouvelle bien évidemment bien accueillie par ses partisans. Et pour en parler, nous recevons Junior Mecheba. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le chargé de communication du mouvement EcoFast, également le porte-parole aussi de ce mouvement en soutien donc au président Touadéra. Comment avez-vous reçu cette nouvelle tant attendue justement par le parti du MCU lorsqu'il a dit justement au Congrès à Bangui dernièrement? Je vous remercie déjà, Madame Vemba, pour l'invitation. C'est vrai que je suis le chargé de communication d'EcoFat, mais comme en ce moment, pour des raisons administratives, on n'est pas encore officiellement... Je donnerai un avis global. Donc voilà. Je suis en plus coordonnateur de Bay Africa Vision. Donc voilà un peu mes casquettes. Pour répondre à votre question, c'est la fin d'un suspense. La fin d'un suspense en ce sens que le président de la République, depuis quelques années, pose des actes concrets et les Centrafricains ont besoin d'une stabilité. Et pour avoir cette stabilité-là, il fallait continuer avec, comme on le dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est en ce moment-là, c'est en ce sens-là que les Centrafricains ont demandé au président de la République de se représenter pour le premier mandat de la 7e République. Donc c'est de manière globale, c'est pour nous une satisfaction parce que finalement il a pu accepter et il a été investi candidat et on sait qu'il va gagner pour les prochaines échéances électorales. Mais pourquoi pensez-vous que pour beaucoup, il était donc évident que ce soit Touadéra et pas un autre? Vous avez parlé donc de stabilité, mais qu'est-ce qui rassemble justement les militants d'EcoFast derrière justement l'idée quand même d'un 3e mandat? Déjà par rapport aux actions du président. C'est par rapport aux actions du président. Comme je vous l'ai dit, le président, quand il est arrivé en 2016, la République centrafricaine, elle était limite au banc de la communauté internationale. On n'avait plus la possibilité de faire quoi que ce soit. On avait des sanctions. Un pays en lambeaux, on n'avait pas d'armée, on n'avait rien en 2016. Aujourd'hui, quand on fait le résumé, quand on fait un peu le résumé de tout ce qui s'est passé comme action, la République centrafricaine est partie du tréfonds de la terre pour arriver à un niveau aujourd'hui où on commence à s'en sortir. Les sanctions au niveau international ont été levées. Le pays est en train de reprendre progressivement. La situation sécuritaire est stable parce qu'on a pu endiguer 90% des rébellions, etc., qui sont sur le territoire. Et on a pu aussi, dans un cadre de paix et de sécurité, le président de la République a bien voulu signer des accords avec des groupes pour permettre à ce qu'il y ait de l'accalmie, etc. Donc pour nous, c'était évident. Aujourd'hui, en dehors de ces aspects sécuritaires et de stabilité, le président est en train d'initier des innovations. On peut parler aujourd'hui de la monnaie numérique, on peut parler des développements, les bitumages qui sont en train d'être faits, la volonté de désenclavement du pays. Il y a beaucoup de choses qu'il y a eu à faire de 2016 à 2025. Et pour nous, Centrafricains, qui avons vécu pendant longtemps dans la souffrance, nous voulons que cela continue. Parce que ça nous permet, à nous, d'avoir une vision future beaucoup plus réluisante que ce qu'on nous a toujours brandi. Et à votre avis, M. Mecheba, en tant que soutien du président Touadéra, pourquoi n'a-t-il pas aussi tendu l'oreille à l'opposition sur les demandes d'un dialogue, notamment celui du BRDC, qui appelle depuis plusieurs mois à ce dialogue-là? Le président a dit qu'il avait pris en compte cet acte, mais aucun pourparler n'a été fait. Là, on voit qu'il a justement écouté la décision de ses partisans à un 3e mandat, mais il n'a pas été aussi à l'écoute de l'opposition. Comment expliquer cela? Déjà, première rectification, le président ne va pas à un 3e mandat. Il va au premier mandat de la 7e République parce que, vous le savez sans doute, il y a une nouvelle constitution qui proclame une 7e République. Donc là, c'est le premier mandat de la 7e République, il n'y a pas de 3e mandat. Deuxièmement, le président de la République a plusieurs fois tendu la main à l'opposition. Le problème de l'opposition centrafricaine, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et en le disant, c'est vraiment avec toute la solennité possible. L'opposition centrafricaine est composée de personnes
qui ne savent pas pourquoi ils font de la politique. Il y en a, ils cherchent juste soit des négociations pour des strapontins, soit des négociations pour des positions de partage de pouvoir. Ça, c'est un avis personnel, mais que j'assume pleinement. Maintenant, le président de la République leur a tendu la main à plusieurs reprises. Quand ils ont écrit, son directeur de cabinet leur a répondu en disant que le président de la République est prêt à les recevoir, mais il faudrait qu'ils disent sur quel sujet ils veulent aller discuter avec lui. Il a dit dans son discours lors de sa conférence de presse avec les collègues journalistes, il a répété le 12 août dernier qu'il tend la main à l'opposition. Mais le problème, c'est qu'il y a un dilemme entre ce que l'opposition dit, puisque en même temps vous dites que vous ne le reconnaissez pas, en même temps vous lui demandez de dialoguer avec vous, en même temps à chaque fois qu'il y a une avancée pour le pays, vous dites que rien n'existe, mais quand on vous demande ce que vous attendez, vous dites que vous voulez seulement le voir. Mais si c'est pour aller voir le président de la République et échanger avec lui sur des banalités, peut-être la météo, etc., demandez des audiences. Mais si vous dites que vous voulez discuter sur un sujet parce que vous voulez un dialogue, dites sur quel sujet vous allez discuter. En soi, l'objectif de ce dialogue, c'est d'explorer les pistes justement de solutions pour garantir la tenue des élections dans des conditions d'inclusivité et surtout de transparence, parce que justement pour eux, les conditions ne sont pas réunies. Et c'est avec le président de la République qu'ils vont discuter ou ils doivent discuter avec l'ANE? Il y a une organisation qui s'appelle l'ANE, Agence nationale des élections, Autorité nationale des élections, pardon, qui existe, qui est chargée d'organiser les élections, et il y a des lois, il y a le code électoral, il y a la constitution. Donc, tous les critères sont réunis pour qu'il y ait des élections inclusives. Les critères sont réunis. Oui, l'inclusivité dont vous parlez, c'est quoi? Personne n'a été empêché de porter sa candidature. On va inclure qui? Pourquoi? Pour quelles raisons? Puisque pour aller aux élections, l'article 67 de la Constitution a des critères définis. Pour aller aux élections en tant que président, il y a des critères. Article 67, pour aller comme député, il y a des critères. Article 99. Donc je ne vois pas ce qui est exclusif dedans. Le président de la République est candidat, tout comme d'autres peuvent être candidats. Pourquoi il faudrait discuter avec lui sur des critères d'inclusivité? Ce n'est pas lui qui inclut les gens. C'est l'ANE qui doit le faire. Maintenant, si vous voulez parler de l'aspect politique ou de l'atmosphère politique, je suis désolé, le président de la République a toujours tendu la main. Mais à un moment donné, même nous qui le soutenons, à un moment donné, nous avons besoin qu'ils comprennent qu'il y a des schémas qui sont mis en place pour continuer à embrouiller le peuple centrafricain, à continuer à distraire le peuple sur les vrais problèmes. Aujourd'hui, on demande un dialogue avec le chef de l'État. Il n'y a pas de problème. Il leur a dit qu'il est prêt. Pourquoi le BRDC ne va pas saisir cette opportunité, puisqu'il a dit au moins 3 ou 4 fois. Et la seule condition qu'il a demandé, c'est qu'on lui dise sur quoi on va aller discuter. Mais si eux-mêmes, ils savent de quoi ils vont discuter avec le président de la République, qu'est-ce qui les empêche de le notifier? Il faut qu'il notifie. Comme ça, s'il refuse, le peuple saura que c'est lui qui ne veut pas le dialogue. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'arrête pas de leur répéter « je tends la main, je tends la main, je tends la main, je suis prêt à vous recevoir ». Qu'ils y aillent, mais qu'eux aussi respectent ces conditions. La seule condition qu'il a posée jusqu'aujourd'hui, à ce que je sache, c'est qu'on lui dise sur quoi on va aller discuter. En tout cas, pour l'opposition, les conditions ne sont pas réunies. Et comme l'a dit justement Anissé Georges Dologuélé, le président donc, de l'URCA au micro de nos confrères, les conditions pour eux ne sont pas réunies. Mais justement, vous n'avez pas peur qu'à cause de cela, les élections soient même boycottées ou bien aussi reportées, car dans ce climat de tension, le BRDC annonce qu'il ne participera pas donc au scrutin. Ok. Je vais vous faire un peu l'histoire de la RCA des années 2010 jusqu'à 2016. En 2010, un opposant phare, qui a déjà été battu 2 fois par François Bozizé, a décidé de mettre avec lui un conglomérat de personnes pour exiger à ce qu'il y ait des négociations pour les mêmes termes, hein, c'est-à-dire il faut que ce soit plus inclusif, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude, etc., etc. De 2008 jusqu'à 2010. En 2011, Bozizé, il a accepté à chaque fois, malgré le fait qu'il savait très bien qu'ils étaient en train de mener des manœuvres dilatoires, il les a laissés. Ils ont fait l'UFVN, ils ont négocié avec Bozizé jusqu'en 2011. Quand ils ont fait les élections, en 2011,
c'était 60% des exigences de l'opposition qui ont été satisfaits. Malgré tout ça, Bozizé les a battus. Et la première chose qu'ils ont fait le lendemain de la proclamation définitive des résultats, c'est de créer le phare 2011. Le phare 2011 qui est le front d'annulation, de reprise des élections. Mais vous avez demandé à chaque fois, quand vous avez posé des exigences, le gouvernement a accepté. Et le président Touadéra, il était à l'époque Premier ministre. Il sait comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'il soit évincé. Parce qu'à un moment donné, en 2012, ils ont commencé à donner des stratégies, ils ont commencé à faire de la communication pour la Séléka. Et on a vu ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Donc, le président Touadéra n'a exclu personne. On leur demande de se conformer au texte pour une fois. Donc les risques d'une élection boycottée ou reportée n'est pas fiable alors? Je vais vous dire quelque chose. Les élections auront lieu en 2025, comme l'a dit le président de l'ANE. C'est lui et son organe qui sont chargés de l'organisation des élections. Quand j'entends qu'il n'y a pas un COPEC, vous n'êtes pas dans les caisses de l'ANE. Comment vous savez qu'il n'y a pas d'argent? Ça, c'est de un. De deux, quand vous dites qu'il faut organiser il faut organiser dans des critères de transparence. Mais moi, j'ai été candidat à plusieurs reprises aux élections. Je suis leader estudiantin et leader scolaire. Donc, du coup, je peux vous dire que j'ai été candidat plusieurs fois, j'ai été élu plusieurs fois président. Mais ce qu'on fait, c'est simple. On prend des gens qui sont à nous, qui sont acquis à notre cause, on les met dans les bureaux de vote, on leur fait confiance et on leur demande de veiller. S'il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre solution. Dans l'ANE actuelle, il y a des représentants de l'opposition. Donc, c'est à eux de faire leur travail. Maintenant, tout ça, là, cet argument de on va boycotter, on ne va pas faire ceci, ils ont dit qu'ils allaient boycotter le référendum constitutionnel. Le référendum constitutionnel a été voté à 95%. Et pourtant, ils ont boycotté. Ils ont boycotté, ils ont fait des communications, ils étaient sur tous les médias internationaux et même locaux pour demander à ce que le référendum ne soit pas voté et que le non devait gagner. Le non n'a pas gagné, le oui a gagné. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et de ce fait-là, qu'on laisse le peuple centrafricain décider à qui il veut confier sa destinée. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, c'est au président Touadéra que ça a été confié. Et les autres, ils étaient déjà là aussi. Mais s'ils n'ont pas été capables de gagner et qu'il les a battus à 2 reprises, je ne vois pas comment ils veulent absolument que les choses se fassent dans leur intérêt. Parce que c'est ça. Ils veulent que les règles établies et imposées à tout le monde soient arrangées en leur faveur. Mais nous ne sommes plus de la génération de 2010, nous on est de la génération 2025. On ne va pas accepter tout simplement. Monsieur Mecheba, après la question de l'inclusivité de ces élections, il y a aussi la question de la légitimité, bien sûr, de Faustin Archange Touadéra. Pourquoi justement la nouvelle constitution d'août 2023 permet à votre candidat de briguer, selon vous, ce n'est pas un 3e mandat, mais en tout cas de se représenter à la candidature? Madame Vemba, ce n'est pas selon moi, ce sont les faits. Moi, je ne commente pas l'actualité, je parle des faits. Les faits, c'est qu'on a une 7e République consacrée par la Constitution. Et là, en ce moment, ce sera le premier mandat de la 7e République. Donc, c'est un premier mandat pour la 7e République. Ça, c'est pour juste rappeler ça. Ce n'est pas de mon avis, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, on revient à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. La légitimité du président de la République, il le tient du peuple. Il l'a déjà eu avant, en 2016. Alors qu'il était outsider. Personne ne pouvait miser sur le président de la République en 2016. Il est venu, il a battu tous les cadors, y compris ceux qui sont aujourd'hui à la tête du BRDC, et eux tous, dont 70% des cas, se sont ralliés à lui en 2016. Parce qu'il leur a prouvé qu'il avait la légitimité du peuple. Deuxièmement, il a été réélu en 2021 dans une situation totalement catastrophique où, en même temps, il était ténaillé par les pressions internationales, mais en même temps, sur le plan national, il y avait toutes ces stratégies, ces manipulations faites de gauche à droite avec la présence de la CPC, etc. Il les a battus. Il a gagné parce qu'il a eu la légitimité du peuple. Je continuerai même en vous disant que sa légitimité va au-delà de ces 2 aspects que je viens de vous dresser. Je vous ai dit tout à l'heure, en off, que de juin 2024 à février 2025, pas loin de 700 000, je n'ai pas dit 7 000, j'ai dit 700 000 centrafricains ont manifesté dans Bangui, sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger, pour demander à ce qu'ils se représentent.
qu'il aille aux élections pour 2025. Il tient sa légitimité de là. Maintenant, sur le plan de la légalité, si vous voulez parler de la légalité, on peut en parler aussi. La légalité, c'est simple. On a un texte qui définit les critères pour être candidat. Le président de la République remplit ces critères-là. Donc, il a non seulement la légitimité du peuple, et encore, le MCU, vous l'avez vu, vous l'avez certainement vu sur les réseaux, le MCU, plus de 17 000 personnes se sont réunies au stade 20 000 à l'Omnisport pour lui demander de se représenter, de se présenter, d'être candidat. Et il a accepté. Alors, à ce moment-là, sa légitimité, il le tient du peuple. Maintenant, ceux qui veulent contester sa légitimité, ils n'ont qu'à aller se présenter aussi devant le peuple pour que le peuple leur confère cette légitimité. Pas que, à chaque fois que ce soit lui qui soit... c'est de lui qu'on parle de légitimité ou quoi que ce soit. Mais justement, qu'est-ce que ça en dit sur la démocratie en Centrafrique? Vous ne trouvez pas que quand même elle est assez menacée, même si justement les citoyens centrafricains ont voté à 95% sur cette nouvelle constitution, donc qui permet de remettre à zéro le compteur des 2 mandats du président. Le BDRC et le MLCP, excusez-moi, ils le jugent tout de même inconstitutionnel. Donc comment expliquer qu'aujourd'hui en Centrafrique, où se trouve justement la démocratie pour vous? Est-ce que c'est menacé? On a parlé de la définition étymologique de la démocratie. 95% quand même de vote. Non, ça c'est le référendum. On parlait de la définition étymologique de la démocratie. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est lui qui élit ses représentants et c'est lui qui décide si je dois partir ou pas. Une fois que cela est dit, la démocratie elle est menacée par qui? Par des gens qui ont perdu et qui veulent imposer leur volonté. C'est eux qui sont le danger de la démocratie, pour la démocratie. Parce qu'ils sont, ils sont minoritaires, mais ils veulent imposer leur volonté à la majorité. Parce que cette majorité qui a voté le président Touadéra n'a pas dit que le président Touadéra devait partir. C'est eux, parce qu'ils ont perdu et qu'ils savent qu'ils vont encore perdre devant lui, qui sont là. Donc il n'y a pas de danger. Pour moi, je suis de la nouvelle génération, je vous l'ai dit. Je ne suis pas de la génération de 1960. Moi, je suis de la génération de 2025. Nous, aujourd'hui, jeunes centrafricains qui avons décidé de faire de la politique, nous voulons que notre pays se développe. Et pour se développer, il faudrait que les gens sortent de leurs égos, de la quête de leur recherche d'intérêt personnel pour voir l'intérêt du peuple. Mais cet égo, elle ne se trouve pas justement avec aussi le président Faustin Archange Touadéra. On a l'impression que c'est une constitution qui a été faite sur mesure, car seuls les Centrafricains d'origine, n'ayant que la nationalité centrafricaine, peuvent être candidats. Donc ça écarte en soi des figures majeures de l'opposition. Non, ça ne les écarte aucunement. Il y a un geste qui est simple. Moi, si j'ai la double nationalité aujourd'hui, que je veux devenir président de la République centrafricaine, je renonce à la nationalité qui n'est pas centrafricaine. Aujourd'hui... De père et de mère aussi, avoir l'origine également. Oui, ça c'est normal. Moi, je suis centrafricain d'origine. Mais mes enfants, j'ai des enfants qui sont binationaux. Ceux-là, le jour où ils voudront devenir président de la République centrafricaine, du fait que, par exemple, moi, mon exemple, c'est que j'ai un enfant qui a une mère qui est moitié centrafricaine et moitié étrangère. Mais elle est du côté de son père, donc elle a 75% centrafricaine. On ne va pas lui interdire. Elle a la double nationalité. Le jour où elle veut devenir présidente de la République en République centrafricaine, si cette constitution demeure, elle doit renoncer à son autre nationalité. C'est tout ce qu'on leur demande. Hein. On leur demande. Je vous pose une question aujourd'hui. Qui, parmi tous ces candidats binationaux-là, n'a pas de père et de mère centrafricaine? Eux tous sont nés de parents centrafricains. Ce qu'eux, ils ne veulent pas, c'est de continuer de bénéficier des privilèges liés à leur nationalité, à leur autre nationalité. C'est juste ça. Et comme ils ne veulent pas réunir à ça, et qu'ils deviennent présidents en France ou aux États-Unis, ils posent leur candidature, puisqu'ils ont aussi cette nationalité-là. C'est tout. Et c'est le président l'a dit lui-même. Il a dit, il n'y a pas de problème, du moment où vous respectez les règles. Et ce n'est pas lui qui a dicté les règles. Ce sont les constituants, c'est le législatif qui a défini les règles, il y a une loi qui a été votée, le code électoral le dit, la constitution le dit, point. Pourquoi à votre avis, là, qui peut justement affronter Faustin Archange Touadéra? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce qu'en soi, vous allez faire justement campagne, mais pour le moment, les candidatures n'ont pas vraiment évolué. Pour vous, qui serait justement le profil qui pourrait faire peur? Personne. Et je ne le dis pas avec orgueil. Je le dis parce que le peuple centrafricain aujourd'hui
a constaté et compris. Vous savez, la particularité de la RCA, c'est que c'est un pays, un petit pays, pas petit au niveau de la superficie, mais un petit pays en ce sens que le microcosme politique, c'est connu de tout le monde. Ce sont les mêmes visages qu'il y a 20 ans qui sont encore là aujourd'hui. Donc Ziguélé, Dologolé, ne vous faut pas peur, soit. À moi ou au président Touadéra? Oui. Au président Touadéra, moi en tant que jeune centrafricain qui ait participé à toutes ces élections-là, il les a toujours battus. Donc cette fois, ce sera rebelote. Pour moi personnellement, et nous qui le soutenons, BAfrica Vision, etc., nous allons faire de telle sorte que les acquis que nous avons aujourd'hui, l'état dans lequel le pays était en 2016 et l'état dans lequel le pays est aujourd'hui en 2025, que nous ne voulons pas repartir encore à zéro. Donc nous allons continuer sur ces acquis-là et nous allons faire ce qu'il faut pour que le peuple centrafricain comprenne que le président Touadéra a quand même été pendant ces 10 dernières années celui qui a le plus à cœur les intérêts de ce peuple-là. Et que pensez-vous de la possibilité que le pouvoir soit renversé? En avril, justement, il y a eu une marche avec notamment le président du MLCP qui s'était réjoui en disant que je retrouve le peuple centrafricain de 1979, celui qui a renversé l'empire de Jean Bédel Bokassa. Ok, excusez-moi de rire à ça, même si c'est très grave, parce que ce sont les propos qui sont imputés, selon ce que vous dites, à quelqu'un qui prétend être un chef d'État, qui a envie d'être un chef d'État. Je vais juste vous dire quelque chose. Renversement par la population, je ne pense pas. Je vais vous dire ça. Par la population, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les Centrafricains ne sont pas dupes. Je vous l'ai dit même en off encore tout à l'heure quand on discutait. Le Centrafricain, après avoir vécu des années de crise, ne va pas accepter repartir encore à zéro. Vous savez ce que ça fait de voir une femme enceinte pendant 2 semaines courir, se cacher parce qu'il y a des balles? Vous savez ce que ça fait de ne pas manger pendant 4 jours, 5 jours parce qu'il y a des armes qui crépitent dans une ville? Vous savez ce que ça fait de construire un immeuble et de voir l'immeuble partir en fumée parce que des gens qui n'ont pas été capables de gagner une élection, qui ont déjà été au pouvoir, qui n'ont pas été capables d'installer quelque chose de durable pour le peuple centrafricain, décident que non, tant que ce n'est pas nous, c'est le chaos. C'est pour ça que je dis, le peuple centrafricain, en tout cas le peuple que je connais, ne va jamais renverser un régime tant que ce régime-là fait des choses, même si c'est des petites actions qui vont en faveur de ce peuple-là, ce peuple ne va pas les renverser. Sinon, le peuple centrafricain que je connais, quand ils ont décidé de faire partie de la Séléka, les Séléka, ils sont partis. Hein. Et ça n'a pas duré. Hein. Et on n'a pas été les voir, on ne leur a pas donné de l'argent. Quand ils ont dit qu'ils en ont marre, ils se sont levés et on a vu le résultat avec la Séléka. Donc, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un renversement par la rue. Mais je tiens quand même à préciser que, selon ce que vous dites, il faudrait que le peuple centrafricain comprenne la gravité des propos tenus par nos hommes politiques et, pire encore, la mentalité qu'il y a derrière. Parce que eux, ils sont habitués aux velléités, aux crises, à créer des guerres, des rébellions, à leur donner des idéologies, à essayer de les soutenir ou alors à utiliser leur carnet d'adresses pour bloquer leur pays, qui est la République centrafricaine, qui est leur pays aussi. Juste parce qu'ils veulent que ce soit eux au palais de la Renaissance et non une autre personne. Et pour moi, je trouve que c'est totalement égoïste et je l'assume. Monsieur Mecheba, on arrive vers la fin de l'émission. Dans quel climat, justement, et la diaspora centrafricaine de France, à l'approche des élections, se pose-t-elle aussi également les mêmes questions? Sont-ils aussi inquiets de la situation à l'approche des élections? Inquiets de la situation, non. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des avis. La démocratie demande à ce que chacun puisse s'exprimer librement. Chez nous, en République centrafricaine, cela s'applique parce que, petite parenthèse, quand vous regardez sur les réseaux, il y a des gens qui disent que les gens sont poursuivis, les opposants n'ont pas le droit de parler, etc. Mais ils vivent où, tous ceux que vous avez cités, en BRDC, tout ça? Ils vivent où? Ils vivent à Bangui. Ils font leurs réunions publiques, ils se déplacent dans la ville, ils vont au travail. Il y en a même, ils étaient ici en France pendant longtemps. Ils étaient payés alors qu'ils étaient ici. Ils sont députés, ils percevaient leur salaire pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, alors que les textes de l'Assemblée interdisent à un député de faire plus de 3 mois à l'extérieur. Vous voyez, mais ils ont été payés. Donc, oui,
nous, de la diaspora, nous sommes confiants. Ce que nous demandons, c'est que, au-delà des divergences d'opinion idéologiques, que tous les Centrafricains, qu'on puisse comprendre qu'on n'a qu'un seul pays. Aujourd'hui, c'est le président Touadéra qui est là et qui bénéficie de la confiance du peuple. Mais hier, il y en avait d'autres qui étaient là. Et demain, il n'est pas immortel, il n'est pas immuable. On lui prête, on prie Dieu pour que Dieu lui prête longue vie, pour qu'il puisse amener notre pays là où il faut qu'il soit. Mais ça n'empêche pas que demain, si c'est le peuple qui décide que ce soit une autre personne, le président Touadéra sera remplacé par une autre personne. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de crise. Et nous, la diaspora, on fait ce qu'il faut avec notre organisation, tout ça, pour que le peuple centrafricain puisse avoir le résultat du dirigeant qui se sont librement choisis. Et pour finir, quels sont justement les prochains projets et même voire actions que vous allez mener en place avec votre mouvement EcoFat? Bon, je voulais déjà dire encore une fois de plus, EcoFat, pour l'instant, on est en installation administrative, donc je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas encore mandat pour parler des projets que EcoFat va mener. Mais comme là, je suis invité avec ma double casquette d'autres organisations, etc., je vais dire quand même que nous allons faire le travail pour lequel nous avons été mis en place. EcoFat, BAfrica Vision, les autres organisations qui soutiennent la politique du chef de l'État, on va tous se mettre ensemble et on va faire en sorte que les Centrafricains qui savent que leur pays a besoin de se développer fassent confiance une fois de plus au président Touadéra pour que les élections de 2025 se passent dans les normes et qui gagnent pour permettre à notre pays de se développer. Merci beaucoup, donc Junior Mecheba, chargé de communication et porte-parole donc de BAfrica. Vision, oui. C'est ça. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.